Chères auditrices, chers auditeurs, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver ce soir pour le rendez-vous incontournable de la jeunesse juive engagée, RJM, Radio Jeunesse Marseille. Un ton de voix un peu plus sobre ce soir, car une émission spéciale, même si toujours la même chose, un pari un peu fou, qui réveille les esprits, qui engage la jeunesse et surtout qui donne la parole à nos jeunes qui n'ont certainement pas la langue dans leur poche. L'émission de libre expression, où ce soir nous reviendrons sur un conflit, une guerre, qui a frappé l'État d'Israël, qui nous a frappé, nous, en tant que juifs. Une émission de libre expression, sans filtre et fougueuse, à l'image de sa jeunesse militante, fédérée par le Fonds social juif unifié, le FSJU. Dans cette émission, les esprits s'ouvrent et les points de vue s'élargissent. 55 minutes de talk, de débat, de culture, de divertissement et même de travail de mémoire. Le média de la liberté d'expression pour la jeunesse militante et engagée, où l'on en ressort grandi. Bonsoir à tous, je suis Benjamin Sidbon, coordinateur pour le Fonds social juif unifié, et ce soir, RJM, Radio Jeunesse Marseille. Les amis, on a décidé de se réunir ce soir pour faire une émission spéciale. Une émission spéciale, comme vous le savez, une émission qui n'était pas prévue, bien évidemment, et on aurait préféré ne jamais la prévoir, cette émission, mais on a décidé de se mobiliser pour revenir sur finalement cette guerre, essayer peut-être d'en comprendre son essence, essayer aussi de donner des pistes pour déconstruire un message ou des interjections qu'on pourrait avoir, ou des jeunes, ou des étudiants, ou même des parents dans la rue. L'idée aussi de cette émission, c'est de débattre, si on peut encore débattre sur ce sujet-là et sur ce qui s'est passé, de peut-être donner des clés de culture sur aussi toute cette guerre et encore une fois son essence. On a décidé même de travailler sur une minute de Torah qui aura un lien avec cette guerre. L'idée, encore une fois, c'est qu'on se rassemble autour de cette table, non pas pour parler de la mort, ni même pour faire une analyse presque géopolitique de ce conflit, mais qu'on parle ici de la vie, de presque essayer de trouver une fin heureuse, et en tout cas d'en discuter ensemble et d'échanger. Dans cette émission, on aura aussi un public qui est présent et qui viendra déconstruire, qui viendra, à qui on posera des questions, des interjections qu'on pourrait nous avoir. Et voilà, encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir avoir des clés pour répondre intelligemment et de manière cohérente. Les amis, ce soir, pas une présentation de la table aussi joyeuse qu'on a l'habitude de le faire, mais encore une fois, il faut le faire. Donc, mesdames, parole d'abord à vous. Galanterie oblige. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Alors, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonsoir, je m'appelle Raphaël, je suis en L1 de droit à Aix-en-Provence et service civique au FSJU. Voilà. Bien joué. Et déployé à la Bonne droit. Bravo. Rachel. Bonjour, moi c'est Rachel, je suis en 3e année de droit à Marseille, je suis en service civique aussi au FSJU et je suis également secrétaire générale de l'UEJF. Voilà. Eden. Edem, je suis en master 1 de droit privé. Je suis... Pas de double diplôme ce soir ? Non, c'est bon, flemme. Je suis présidente de l'UEJF Marseille. Bonsoir Madame Dina. Donc voilà, moi c'est Dina. Parle bien dans le micro. Responsable du pôle com de l'UEJF Marseille. Et voilà, tristement heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Ben. Bonjour à tous, moi c'est Benjamin, donc responsable du BNA qui va Marseille et des études sur une 2e année de comptabilité. Bonsoir, je m'appelle Jonathan Seraf, j'étais l'ancien RGL, responsable des EI de Marseille, et voilà. Bonsoir, Ruben Garcia, je suis en 4e année de dentaire, trésorier de l'UEJF Marseille et service civique au FSJU. Nathan Sperling, je suis étudiant en journalisme, journaliste à Radio GM par le service civique que je fais au FSJU. Merci les amis, comme je le disais tout à l'heure, on a aussi des spectateurs dans cette émission mais qui seront acteurs, qui se présenteront un par un quand ils viendront prendre la parole, encore une fois pour déconstruire. Les amis, je vous propose de passer immédiatement à la minute coup de gueule. La minute coup de gueule de Jonas. Minute coup de gueule, préparée par Jojo, bien évidemment. Jojo, nous t'écoutons. Merci Benjamin. Alors j'ai beaucoup réfléchi avant de préparer cette minute. Il y avait vraiment beaucoup de sujets à évoquer. J'aurais pu parler du Hamas et du terrorisme. J'aurais pu évoquer la Syrie, le Liban, le Hezbollah ou
Voilà. J'aurais pu faire le procès de la honte de la France, que sont les députés insoumis. J'aurais pu parler de Gaza, des vidéos que l'on voit, des otages, des fake news, de la désinformation, des réseaux sociaux, des manifs pro-palestiniennes, du manque d'implication et de présence à la manif de lundi. Et il y avait tellement de sujets pour cette minute coup de gueule. Mais j'ai décidé de consacrer cette minute pour faire passer un message à la communauté juive. Nous ne devons compter que sur nous. À chaque manif qu'on a vu un peu dans toute la France, il n'y avait que des politiques et des juifs. Quelques présences non juives, mais vraiment rares. Le terrorisme, ça les choque pas. Enfin, ça les choque, mais que quand ça touche pas des juifs. Je vais être cash. Heureusement que les politiques nous soutiennent. Enfin, c'est du terrorisme. S'ils ne soutenaient pas les victimes du terrorisme, ça serait bizarre. Donc vraiment important que la communauté juive ne compte que sur elle-même. Il faut avoir confiance en nos soldats, en Tsahal et en l'État d'Israël. Nous gagnerons cette guerre comme nous les avons toujours gagnées dans le passé. Amen. Pour aider nos soldats et garantir la sécurité des civils, nous devons tous se renforcer au lieu de passer notre temps à envoyer des vidéos qui sont inutiles. Par exemple, si une personne ne fait pas Shabbat, elle peut prendre sur elle, aller 1 heure, 2 heures le vendredi soir, elle ne touche pas son téléphone, elle ne touche pas l'électricité. Si quelqu'un qui mange pas kasher, qui mange peut-être la viande dehors, le poulet, elle évite. En soi, la viande et le poulet, elle peut le manger aussi dans un resto kasher ou faire attention peut-être un peu plus à la tzniut, soit pour les garçons comme pour les filles. La tzniut, c'est les vêtements, mais c'est aussi comment on parle, comment on s'exprime. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut prendre sur nous. Si chacun prend sur lui une petite chose, en plus, on créera des mérites qui protégeront Israël. Aussi, bien évidemment, il faut prier. Et la prière, je pense que personne ne se rend compte à quel point c'est l'arme la plus importante. La force de la prière, c'est inimaginable. Il faut prier, il faut faire des télim, il faut faire même des petites études. C'est hyper important. Avec l'aide de Dieu, nous gagnerons cette guerre. Le Hamas sera éradiqué de la surface de la terre. Amen. Israël se relèvera encore plus fort. Nous pensons fort à nos soldats, aux otages qui rentrent vite à la maison. Que tous les tzadikim et tzadikot, tzadkaniot, partis en Kiddush Hashem, donc en sanctification du nom divin, soient une source de bénédiction pour nous, Am Israël Chai. Amen. Chazak. Bravo pour cette minute, Jonas. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la minute dynamite. La minute dynamite. Minute dynamite. Dina, tu as décidé de parler de mobilisation. Nous t'écoutons. En préambule de ma chronique, je souhaiterais rappeler mon soutien à Israël et à toutes les personnes touchées par cette guerre, mais surtout à toutes les personnes qui, ici ou sur place, agissent pour protéger notre terre si lâchement attaquée. Ce soir, pour ma minute dynamite, je voulais vous parler de la mobilisation de la jeunesse plurielle, à savoir les étudiants, les actifs, ainsi que les enfants issus de mouvements de jeunesse. En bref, toutes les personnes soucieuses de ce qui se passe à 4000 km de chez nous. Oui, 4000 km c'est loin, très loin, mais pas assez pour que nous ne réagissions pas. Voilà 6 jours que nous vivons avec la boule au ventre. 6 jours que ces terroristes sont entrés en Israël en transformant une fête de joie en un massacre inadmissible. Dès le début de cette guerre, je m'inquiétais déjà des répercussions dues à l'importation de ce conflit. L'histoire nous a déjà montré, mais les attaques perpétrées en Israël ne mettent que quelques jours à se répercuter sur nous, les Juifs de France. Car oui, certains oublient que seuls 74,1% de Juifs vivent en Israël, et non pas Israël égale Juif. Enfin bref, il aurait fallu attendre que quelque temps pour entendre des slogans « Mort aux Juifs » ou recevoir dans nos DM des messages de haine et de nombreuses menaces. Alors, ce lundi 9 octobre, le CRIF a organisé un rassemblement. Cet événement, qui était un rassemblement, avait pour ambition de montrer notre soutien à Israël et commémorer toutes les pertes civiles et militaires. Malheureusement, il y avait très peu de jeunes engagés. Les mouvements de jeunesse n'ont pas été assez présents, à la différence où, dans les grandes villes de France, comme à Paris, l'UEJF a créé des pancartes où un grand nombre d'étudiants ont été mobilisés. Que ce soit par peur ou par manque d'engagement, à Marseille, un constat clair est établi. La jeunesse ne s'est pas assez mobilisée, bien que je tiens à mettre en exergue la présence de l'abonnement à Marseille, ornée de sa très belle route bleue. Alors, dans ce climat instable, on a réfléchi à une solution pour se mobiliser, pour mobiliser cette jeunesse et leur donner les clés nécessaires pour s'engager, montrer son soutien et gérer l'importation de cette guerre chez nous, en France. Alors, en collaboration avec les mouvements de jeunesse, l'UEJF et Radio Jeunesse Marseille by Noé, l'idée de cette émission spéciale est venue. Une émission qui présentera tous les actes de cette guerre avec une touche jeunesse. Nous ne sommes pas là pour vous faire de l'informatif et revenir sur tout ce que vous avez pu voir tous les jours sur les chaînes d'information en continu. L'idée est de déconstruire, d'informer et de mobiliser une jeunesse. La jeunesse célébrée, fédérée et qui n'a vraiment pas la langue dans sa poche. Nous restons forts et mobilisés. Ce n'est qu'avec notre engagement qu'Israël sortira vainqueur de cette guerre. Alors continuons d'y croire et crier Am Israël Chai. Bravo Dina pour cette minute. Je vous propose de faire tout de suite une transition avec une question qu'on pourrait avoir dans nos facs, nos écoles, même dans la rue. Je crois
tu voudrais intervenir sur ce sujet-là. Alors déjà, présente-toi et dis-nous qui tu es déjà. Alors oui, bonjour, je m'appelle Amy Berdugo, je suis au lycée et je suis madricha à la Bonim Dror. Super. Toi, si on te dit Israël tue les civils innocents, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça ? Je dirais que c'est faux puisque Tsahal envoie des dépliants d'avertissement ainsi que des appels téléphoniques aux civils de Gaza pour les informer d'un bombardement imminent dans une zone donnée. À savoir que les frappes visent des installations du Hamas qui servent à mener des actions terroristes. Cependant, ces activités du Hamas se déroulent dans les zones résidentielles, dans les hôpitaux et les écoles. Ainsi, Tsahal demande aux civils d'évacuer avant d'effectuer un bombardement. Tsahal ne vise donc pas des civils innocents, mais bien les installations du Hamas, qui malheureusement se trouvent au milieu des civils et qui peuvent être les victimes collatérales du terrorisme du Hamas. Bravo. Merci beaucoup pour cette déconstruction, en tout cas pour cette première question. On en aura 3 pendant l'émission. Et voici la première. Merci infiniment. Je vous propose de passer tout de suite à la Minute Mémoire. La Minute Mémoire. Minute Mémoire. On a décidé de revenir sur la guerre de Kippour et Benjamin Drey, nous t'écoutons. Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre 2023. Il y a 50 ans et 6 jours, le 6 octobre 1973, une coalition militaire arabe menée par l'Égypte et la Syrie attaque Israël. Cette attaque prit place le jour de Yom Kippour et vous, auditeurs juifs et non juifs, n'êtes pas sans savoir qu'il s'agit d'une des fêtes les plus importantes de notre calendrier. Il s'agit de la 4e guerre israélo-arabe. L'offensive de 1973 a été déclenchée par le président égyptien Sadat, qui succédait au président Nasser. L'objectif principal est alors de reprendre les 2 territoires annexés par Israël à l'issue de la guerre des 6 jours en 1967, le désert du Sinaï au sud et le plateau du Golan au nord. Ainsi, l'offensive se concentre sur ces 2 zones à l'extrémité du territoire israélien. Cette dernière est déclenchée en plein jour, à 14h. L'offensive sur le plateau du Golan, conduite par l'armée égyptienne, prend l'armée israélienne complètement par surprise. Les jours suivants, les Égyptiens progressent dans le désert du Sinaï alors que la Syrie reprend la moitié du plateau du Golan. Cette guerre fut un véritable traumatisme pour Israël. Un nombre considérable de soldats israéliens y ont perdu la vie, plus de 2500. Après de nombreuses pertes humaines et matérielles, Israël mène une contre-attaque décisive et parvient à faire basculer la situation à son avantage. Notamment grâce à l'intervention de l'ONU, le conflit armé s'achève le 26 octobre avec un cessez-le-feu. Merci pour cette minute mémoire. Revenir sur la guerre de Kippour, c'est important. Aujourd'hui, on fait des transferts avec ce qui s'était passé. On dit qu'on n'a jamais eu autant de morts que depuis la guerre de Kippour, donc depuis 50 ans. Et en plus de ça, on a été frappé juste à la date anniversaire. Donc ça a quand même beaucoup de sens. Et c'est pour ça qu'on voulait revenir sur ces minutes de l'histoire, ces tristes minutes de l'histoire. Les amis, je vous propose qu'on passe tout de suite au débat. Le débat. Le débat de ce soir. Encore une fois, on ne va pas donner des chiffres en ce moment de ce qui se passe. On ne veut pas revenir sur les morts, les blessés de chaque côté. On ne veut pas non plus parler, je dirais, de choses qu'on ne connaît pas. On ne fait pas de géopolitique ici. L'idée, encore une fois, c'est de parler de la vie. Et surtout de notre vie ici, à nous en France. Puisque le sujet qu'on a décidé de traiter ce soir, c'est comment limiter, comment contrôler l'importation de la guerre qui se passe en Israël, en France, surtout pour nous, jeunes, militants, juifs, engagés, et surtout actifs dans notre communauté. On l'a vu ces derniers jours, on a reçu beaucoup de messages haineux, de commentaires, on nous oppose beaucoup sur les réseaux, ou même on nous donne des commentaires assez, je dirais presque limite abjects. Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de travailler sur ce sujet-là ce soir. Je crois que juste avant qu'on commence le débat, Nathan, tu voudrais prendre la parole et revenir sur un super plaidoyer. Ouais, un plaidoyer que peut-être vous connaissez, vous ne connaissez pas. Les moins jeunes, eux, le connaîtront. C'est possible que vous le connaissiez. C'est Herbert Pagani qui a fait ce plaidoyer-là. Alors Herbert Pagani, c'est un peintre, sculpteur, auteur, compositeur, interprète de nationalité italienne des années 70. Il est né le 25 avril 1944 à Tripoli, en Libye. Et le 11 novembre 1975, il écrit « Le plaidoyer pour ma terre ». 48 ans après, ce texte rédigé au nom d'un peuple, de son histoire et de sa terre, s'inscrit pleinement dans notre actualité.
Abordant plusieurs thématiques, de l'exil des Juifs jusqu'à leur arrivée en Terre Sainte, l'authenticité de ce texte a été conservée au fil du temps. L'Alia, le conflit israélo-palestinien, ou encore le racisme et le sionisme évoqués perdurent. Herbert Pagani, un homme foncièrement de gauche, avait créé ce jour-là sans le savoir un hymne. Un discours, un tambour qui bat au rythme des guerres, un symbole du sionisme qui aujourd'hui encore est une réalité. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en vers. L'autre jour, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « T'as lu le journal encore, ces juifs avec leurs histoires? Quels emmerdeurs. » C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde, c'est dans notre nature, que voulez-vous. Abraham avec son Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième baffe, puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des jeûneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi? Parce que l'ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisque c'était un ordre dont ils étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux Juifs d'avoir fait la révolution bolchevique. C'est vrai. Il y en avait beaucoup, en 1917. L'antisémite de gauche reproche aux Juifs d'être les géants du capitalisme. C'est vrai. Il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La culture, la religion, l'idée révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre, sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant, aujourd'hui qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres, pardon, de nos cendres, et s'appelle antisionisme. Il s'applique aux individus, il s'applique à une nation. Israël est devenu un ghetto, Jérusalem c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent arabe, et si leur croissance se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes aux dépens de certains d'entre eux, car je suis précisément de ceux-là, d'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le combat et le droit à la différence. Si elle veut me compter parmi les siens, la gauche ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est simple. Mon problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout honnis, bannis, écrasés, spoliés, chassés, traqués et convertis de force. Pourquoi? Parce que notre religion, notre culture était dangereuse. C'était un exemple de démocratie. Vous voulez quelques exemples? Le judaïsme a été le premier à créer le Shabbat, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons toujours en retard d'une pyramide. Le judaïsme interdit l'esclavage. Vous imaginez la sympathie des Romains, les plus importants grossistes de main-d'œuvre gratuite de l'Antiquité. Il est dit dans la Bible, la terre n'appartient pas à l'homme mais à Dieu. De cette phrase découle une loi, celle de la remise en question automatique de la propriété foncière tous les 49 ans. Tous les 49 ans. Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge et les bâtisseurs d'empire de la Renaissance. Il ne fallait pas que les peuples sachent. On commença par interdire la Bible, et puis ce fut la médisance, les murs de la calomnie qui devinrent les murs des ghettos, puis l'Inquisition, les bûchers, et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide, mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers. J'en aurais pour 3 jours, je vous le jure, rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. À force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extrapole et voilà. Il n'est de nulle part. Nous sommes au rendez-vous, monsieur Chancel. Je suis effectivement de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise entrer. Je rentre et je gueule aujourd'hui. Je suis chez moi sur Terre et sur Terre j'ai ma terre. Elle m'a été promise. Elle sera maintenue. Qu'est-ce que c'est que le sionisme? Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Non, ça n'est pas un slogan du Club Méditerranée. C'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri. Un cri qui a aujourd'hui plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, celui de Kafka, celui de Proust, celui de Chagall, celui de Marx, d'Einstein et même de monsieur Kissinger l'ont répété ce cri au moins une fois par an le jour de Pâques. Alors le sionisme c'est du racisme? Mais faites-moi rire. Est-ce que 12 France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste? Le sionisme c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde chacun a ses juifs. Les Français ont les leurs, ce sont les Bretons, les Occitans, les travailleurs immigrés. Les Italiens ont les Siciliens, les Yankees ont leurs Noirs, les Espagnols ont leurs Basques. Nous, on a une prérogative. Nous sommes les Juifs de tous.
À ceux qui me disent « Et les Palestiniens ?» Je réponds « Je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Opprimé quelquefois et souvent même supprimé. Je discuterai donc avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. Il y a là-bas de la place pour 2 peuples et pour 2 pays, pour 2 nations. Les frontières seront à discuter ensemble, mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence d'un autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais mis en cause l'existence d'une nation. Alors pourquoi Israël ? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les Juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom d'un ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis. Ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis. Les amis, je voudrais quand même introduire ce débat par quelques lignes. Personne, je dis bien personne, n'a supporté Al-Qaïda lors des attentats du 11 septembre. Personne n'a supporté l'État islamique lors des attentats du Bataclan ou de Charlie Hebdo. Personne, même personne, n'a jamais supporté Mohamed Merah après les attentats de Toulouse. Alors pourquoi certains, et même au sein de notre gouvernement, sont pas capables de condamner des actes de barbarie et de terrorisme ? Je voudrais vous poser la première question. Est-ce que la communauté juive aujourd'hui est en sécurité en France ? Non. 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 Je pense que ça fait l'unanimité. Ouais. Si Gérald Darmanin a déployé des militaires, des policiers, a fait toutes ces mesures, c'est que clairement, il y a des attaques, il y a des choses qui sont faites. Nous, l'UEJF, on reçoit tous les jours, depuis le début, des messages, ou des gens qui soient dans les universités ou par Instagram, quoi. Des messages de plainte. Ouais, des messages de plainte, de gens qui se font insulter parce que juifs, et parce que le rapprochement, l'amalgame entre Israël et juifs est très vite fait, trop vite d'ailleurs, et c'est à condamner. Je disais aussi quand on préparait l'émission, Radio JM, qui a posté une photo juste de l'équipe Radio JM qui faisait un apéro de rentrée, a reçu des centaines de commentaires haineux parce que Radio Juive Marseille, bien évidemment on essaie de les limiter et de ne pas les montrer, on les masque, mais ce sont des centaines de commentaires qui sont écrits sur une photo qui n'a même aucun rapport avec Israël. Donc je pose la question parce que Gérald Darmanin, il a décidé de protéger nos lieux de culte, nos écoles, les militaires, la police. Déjà, est-ce que vous les voyez, vous, quand non, vous passez ça dépend des endroits. Il n'y a pas eu au Ganami mardi, il n'y a pas eu à Liandier, moi Massina. Alors, devant l'ordre, il y a eu des choses horribles qui se sont passées. Une voiture avec un drapeau palestinien, des flyers qui ont été donnés. Et là, il n'y avait pas de force de l'ordre. Zéro force de l'ordre. À part la SPCJ. Mais ce n'est pas déployé par Gérald Darmanin. Moi, je passe tous les matins devant le Bnei Lazare, donc au niveau de la Gaille, le grand Bnei Lazare. Donc il y a la police devant tous les matins. Nous, à Tiferet, on a pendant toutes les fêtes, à partir du moment où il y a eu les événements qui se sont passés et la déclaration de Gérald Darmanin, on a eu les militaires qui étaient là constamment. Donc après, je pense que c'est ciblé. Je pense que c'est aussi à la demande. Après, à Tiferet, ils y sont pour toutes les fêtes tout le temps. Genre, c'est pas un miracle qu'ils y soient maintenant. Genre c'est pas nouveau qu'ils soient là. Ouais, voilà. Les militaires, ils passent. Ça bouge pas quoi. En mode, il y a rien qui a changé concrètement dans. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il y a des failles quand même dans la sécurité avec les forces de l'ordre. Après, ça dépend. Nous, on est de Marseille, mais on n'a pas la situation à Paris ou dans les autres grandes villes d'Europe aussi. Après, nous, on a de la chance à Marseille. Juste, Nathan, tu voudrais intervenir ? Ouais. Pour donner une info. Gérald Darmanin a décrété le fait de vouloir renforcer ces écoles-là et les lieux aussi de culte. Benoît Payan, lui, a aussi voulu le faire. Il a annoncé dimanche lors d'une émission spéciale, alors que c'était encore fait, de vouloir justement renforcer cela. De ce que j'ai compris et de ce que j'ai pu avoir comme information, ça prend du temps. Et malgré, là on est d'accord, la rapidité des événements, la police française, qu'elle soit nationale ou municipale, ne peut pas actuellement être de partout. C'est ce que j'ai compris. Et donc, ils vont faire ça au fur et à mesure, au compte-gouttes. Et je pense que d'ici fin de semaine, tout devrait être... ou en tout cas, il devrait être posté. C'est demain qu'ils prévoient de défoncer tout ce qui se passe. Surtout que ça va faire comme à chaque fois. Ils vont attendre qu'il se passe quelque chose, tu préviens. Malheureusement, je ne suis pas l'État, mais je ne suis pas non plus la mairie de Marseille. On va pas se mentir. Mais voilà. Je voudrais quand même vous donner un chiffre un peu important. Depuis samedi, depuis ce qui s'est passé en Israël, 101 actes antisémites ont eu lieu en France et 41 ont donné lieu à des interpellations, dont une avec armes
au point. Donc, je vous repose la question, est-ce que la police aujourd'hui fait son travail? Est-ce qu'on est pas assez suffisant. sécurisé? C'est pas suffisant devant les écoles, devant les synagogues et tout, parce que le plus important, c'est les actes isolés en fait. C'est les actes qui sont dans la rue, c'est des gens qu'on sait qui sont juifs, on va les suivre, on va savoir qu'ils ont une Magen David sur eux, on sait où ils vont, on sait où ils habitent. Et en fait, c'est là qu'on agresse, c'est là qu'on agit. C'est ça, la plupart de ce qui s'est passé. C'est pas devant les écoles en fait. Donc, la plupart de ce qui s'est passé, c'est vraiment genre bon, des inscriptions, mais surtout, comme elle dit, des actes isolés. C'est plus comme, enfin, c'est plus, on l'espère, pas comme un hyper cacher où il vient faire une prise d'otage, il va attaquer. C'est pas comme Mohamed Merah, il vient, il attaque, c'est un grande ampleur. Là, c'est vraiment des petites choses. J'attaque, par exemple, à Saint-Mandé, une femme qui était dans Uber, il a vu qu'elle a compris qu'elle était juive, il a sorti, il a frappé. C'est déjà isolé. Parce qu'ils savent que c'est facile, donc ils attaquent. Après, il y a eu à Villeurbanne, mardi, un drone qui est entré dans la cour de l'école juive. Donc ça en soi, la police, elle peut pas faire grand-chose, pas pour les défendre, c'est un drone... De toute façon, tirer dessus, quoi, on peut pas mettre un policier derrière chaque juif de France. Oui, c'est impossible. Il faut aussi arrêter de... Il y a certes un manquement au niveau des policiers par rapport aux lieux de culte, même si moi, en tout cas dans ma vie de tous les jours, j'ai vu des policiers, des militaires de partout, mais je peux comprendre que dans certains lieux, il n'y en ait pas. Il faut comprendre que c'est pas les policiers le problème, c'est les actes qui sont faits, c'est l'amalgame qui est fait avec ce conflit et le terrorisme. C'est-à-dire que là, on a des gens qui attaquent des juifs par rapport à ce qui se passe en Israël, et alors qu'on est en France et qu'on est censé condamner tout ce qui se passe là-bas. Non, moi je pense que c'est une excuse, ce qui passe en Israël. C'est une excuse. C'est un prétexte juste pour agir. C'est un peu comme Naël, les émeutes. C'est pas un prétexte dans tous les cas, ça devrait pas être un prétexte. Je comprends pas. C'est l'amalgame qui est toujours fait. Là, Gérald Darmanin, cette semaine, était avec d'ailleurs tous les représentants de la communauté juive dans une école à Paris, à Sarcelles, à Ozaratora. Mais alors, est-ce que c'est un effet d'annonce? Est-ce que on dit qu'on protège toutes les écoles, tous les lieux de culte, etc., pour rassurer tout le monde? Je pense qu'il y a une grande partie pour rassurer. M. Darmanin, on voit qu'il veut nous protéger, il veut le montrer. Il veut. Après, il peut pas tout gérer. Les policiers, comme vous l'avez dit, ne pouvaient pas tout gérer. C'est impossible. Mais il veut. L'État veut nous protéger, ça se voit. En tout cas. Alors, puisqu'on parle de l'État, on va revenir sur ce qu'a dit la France Insoumise, la NPA, les communiqués de presse qu'on voit un peu partout. Pourquoi, selon vous, ils ne parlent que de crimes de guerre? Pourquoi on n'est pas sur du terrorisme? Parce que, factuellement parlant, en fait, en 2008, je crois, le Hamas a remporté les élections législatives. 2007. Merci. Pas d'approximation, on a dit dans cette émission. Dans la bande de Gaza, ont remporté les élections législatives et, aux yeux du monde, se sont présentés comme un groupement politique avec deux branches, une armée, donc le groupement terroriste qu'on connaît tous, et une politique qui gérait la bande de Gaza. Et donc, pour eux, en fait, étant donné que la Palestine, c'est un État, c'est en fait, c'est leur gouvernement. Donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas parler... Enfin, ils parlent de crimes de guerre, mais pas d'actes terroristes, parce que si on parlerait d'actes terroristes, ça sous-entendrait que c'est pas un État, et que c'est juste un groupe qui siège dans Gaza. Mais aujourd'hui, on sait très bien que le Hamas, il a la totale... le pouvoir sur la Palestine, quel que soit le gouvernement qui est à la tête, c'est le Hamas qui décide, c'est le Hamas qui agit dans la bande de Gaza, pardon. Je vous repose peut-être la question. Est-ce que la France Insoumise fait du clientélisme aujourd'hui? Évidemment, comme d'habitude. Ils visent une population très précise. Beaucoup trop loin. Là, ça part beaucoup trop loin. La France Insoumise a fait ce communiqué-là en décrivant comme crime de guerre pour se caler aussi sur les lois de l'ONU. Ces lois de l'ONU-là... Ils sont contents qu'il y ait ces lois de l'ONU. Oui. Le fait est que, en décrivant de crimes de guerre ces actes-là, ils légitimisent la Palestine comme un État. Parce que dans un crime de guerre, c'est deux États qui se battent. Comme la Russie et comme l'Ukraine. Je parle factuellement. Je ne dis en aucun cas si si la Palestine a un État ou pas. Le fait est que LFI, en disant ça, a considéré la Palestine comme un État.
considère le Hamas comme effectivement un groupement politique dont la branche armée est considérée comme terroriste par la France, les États-Unis, l'ONU, beaucoup de pays européens. Tu crois que la France soumise, ils ont aussi une branche armée du coup? Je suis d'accord avec vous, d'accord. Il y a beaucoup d'animosité envers le Hamas, je peux être d'accord avec ça. Je parle de ce qui se passe aussi, voilà. Si, c'est une branche armée. Oui, non, mais ils se disent une branche armée. Mais c'est un groupement terroriste, oui, évidemment. Oui, mais je t'incrimine pas. Hein, moi, ce qui m'a choqué... c'est pas une branche armée, c'est pas... À partir du moment où il y a, comme en Ukraine, mais même en Ukraine c'est pas un bon exemple, mais si c'est des militaires qui combattent d'autres militaires pour la conquête d'un territoire, on peut parler d'une branche armée, on peut parler d'une armée. Dans ce cas-là, c'est des terroristes qui viennent dans le but de tuer, de massacrer des civils, des bébés, des femmes et des enfants. Dans leur charte éthique, là, c'est... Il n'y a pas d'éthique au Hamas. Non, mais c'est leur... Non, j'appelle... Ouais, c'est comme attends, je dis les faits. Dans leur charte, voilà, c'est tuer les juifs du fleuve à la mer. Enfin, en gros, mettre tous les juifs à la mer. C'est ça. La question que j'ai envie de vous poser sur la France insoumise, c'est sur des propos comme ceux-là qui sont aujourd'hui dans des communiqués de presse, filmés, etc. Quelles répercussions ça a en France? En fait, ce qu'ils font, vu que c'est ce que ça donne aux gens, c'est en mode, on a des représentants pour qui on a peut-être voté ou on a sûrement voté, ils délégitimisent un peu la chose. Bon, c'est pas si grave, c'est pas des terroristes, vu qu'eux ils disent pas c'est des terroristes, donc on peut s'appuyer sur ça et bien sûr que ça donne des idées à certaines personnes. Il y a certains qui adhèrent aussi à ça. En France, quel que soit des Français qui vivent en France, qui sont musulmans ou pas, mais qui adhèrent à ça, à la charte, comme tu as dit, c'est ça le problème en fait. C'est qu'on assiste à. Je veux dire un peu des termes un peu forts, mais bon, l'islamisation de la France, ça passe par ça aussi. C'est qu'ils adhèrent à l'islam plus qu'aux lois de la République. Il faut savoir qu'avec ce communiqué, beaucoup de députés de gauche, qui ne sont pas LFI, ont donné leur sentiment de vouloir se désolidariser de la NUPES. Ils sont pas sortis de la NUPES. Ils sortent pas de la NUPES. La NUPES, je sais pas comment on appelle. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous en pensez de la NPA qui parle du Hamas comme. J'avais oublié que c'était plus moi qui posais des questions ici. Non, mais parce que nous, à l'UEJF, on a porté plainte contre eux, mais c'est absolument désastreux et justement, ça rentre dans ça. Ça veut dire quoi? C'est Israël contre un groupe de résistants palestiniens? Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est des gens qui utilisent les civils pour se protéger entre guillemets, qui évidemment gèrent très bien tout ce qui est communication et qui évidemment sont des terroristes et c'est évidemment condamnable. Alors peut-être la question qui vient là tout de suite maintenant, c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a une différence entre antisionisme et antisémitisme? Non. Ah, c'est unanime là, on n'a même pas de débat. L'antisionisme cache l'antisémitisme en France. Non, attends, non. Il faut faire attention. Il y a juste la partie où on peut critiquer, comme dans n'importe quel pays, le pouvoir politique en place, ça on peut. Mais l'antisionisme pur, qui veut dire être contre Israël, donc être contre l'État des Juifs, oui, c'est l'antisémitisme. Mais il faut faire attention, il y en a quelques-uns encore qui arrivent à faire cette distinction, même si on la voit moins. Mais quand on critique la politique d'un État, comme je peux critiquer l'Ukraine, je peux critiquer la France, je peux critiquer l'Italie. Mais il y a une différence en disant oui, je critique le gouvernement d'Israël et dire je critique le gouvernement juif d'Israël. Non, mais je suis d'accord, c'est également ce que je dis. Mais quand tu critiques, en soi, c'est de la droite. S'il y a des gens. On regarde, comment ça s'appelle, Haaretz. On est en pleine guerre. Haaretz, c'est un journal d'extrême gauche en Israël. Et au lieu de parler de la guerre, il ne parle que de Netanyahou, c'est la faute de Netanyahou, c'est la faute au gouvernement. Il critique, même si je cautionne pas, il ne devrait pas faire ça, mais il critique la politique de Netanyahou. C'est pas l'antisémitisme. Juste, ce que j'entends en ce moment du point de vue des Français, alors qui ne comprennent pas le conflit, et des musulmans et des Français avec des origines du Maghreb, eux disent cette guerre est à cause du gouvernement israélien et on n'en veut pas au peuple israélien et on est très amis avec des juifs. Non mais voilà. Je pense qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui en France, beaucoup de gens ne comprennent pas ce conflit. Beaucoup de gens deviennent des experts du Moyen-Orient très vite, d'un coup, et il faut aussi, je pense, réfléchir d'abord à se renseigner et à vraiment comprendre ce qui se passe là-bas avant de dire
ta question de base qui est... D'où ma question, effectivement, savoir qu'est-ce que ça crée d'avoir des communiqués de presse comme ça en France, surtout pour des gens qui ne comprennent pas le conflit. Aujourd'hui sur France Inter, je crois que c'est Dominique de Villepin, du PS, ancien ministre, qui a totalement légitimisé l'attaque. Ils ont dit... Quoi ? Légitimé, pardon, excusez-moi. Il a dit, mot pour mot, qu'en gros Israël avait cherché. Genre c'était un truc qui allait forcément arriver, qu'il avait cherché. Il a condamné bien sûr les actes qu'il y a eu, mais il a dit qu'Israël avait cherché. C'est lamentable, c'est honteux. C'est comme par exemple le tweet de Louis Boyard, je sais pas comment on le prononce exactement, sauf que lui il a même pas dénoncé les actes, il a fait un tweet mais abject totalement. C'est une ordure. Il a dit l'une de ses phrases, trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine, c'est les premiers mots de son tweet. Lors des attaques. Donc en mode c'est vraiment youpi, ils ont bien fait quoi. Ouais, ça y est, enfin ils se défendent. C'est honteux, mais comment on peut avoir ça? Mais le pire c'est le NPA qui dit on ne condamne pas, on veut que ça continue. Genre, je sais plus c'est quoi le. Ah oui, bah oui. Le communiqué dans Mais oui, c'est pour ça qu'on a parlé. Il parlait d'Intifada, etc. Bon, maintenant c'est bien de dénoncer. C'est bien de dénoncer, mais il faut partir du principe. Il faut partir d'un principe, c'est que il y a un très gros problème d'information. Il y a un très gros problème d'information parce que... Désinformation aussi. Oui, de désinformation, c'est ce que je sous-entendais. Donc, la plus grande force de cette armée terroriste, c'est les réseaux sociaux et c'est la propagande. C'est la propagande et le fait de les incriminer, c'est très bien, mais je pense que s'il y en a qui écoutent cette émission et qui ne sont pas du tout de la communauté, qui n'ont pas encore d'avis ou qui ont un avis qui soit pour Israël ou pour la Palestine, enfin pour les terroristes, parce que la Palestine n'est pas en jeu dans cette affaire, c'est qu'il faut comprendre que ces terroristes-là, ils se servent des civils, je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est Dina, oui. Ils se servent des civils pour incriminer les frappes israéliennes contre des organisations terroristes. Quand une armée terroriste attaque des civils, qui vise des civils, qui tue et qui diffuse les vidéos sur internet, c'est une chose. Des jeunes soldats qui n'ont pas plus de 25 ans, qui sont tous issus de familles avec des mœurs et coutumes démocratiques, parce qu'Israël est un pays démocrate. Le seul du Moyen-Orient. Et qui abattent des bâtiments où des terroristes se cachent, ils abattent des hôpitaux. Parce que ils abattent des hôpitaux, c'est terrifiant de dire Israël frappe des hôpitaux, il faut comprendre. Mais derrière, il y a un manque d'information et les gens ne savent pas que ces hôpitaux-là, ils ont été aménagés pour cacher des bombes, pour faire des lancements de roquettes à partir de ça, à partir des écoles, à partir d'une université. Moi je pense que le plus fort, c'est de se dire que ils utilisent les réseaux sociaux et qu'en fait, au lieu que les gens se disent c'est fou ce qui se passe, en fait c'est à leur profit. Moi c'est ça je trouve qui est impressionnant dans cette histoire quand même. Il y a quelqu'un qui disait sur BFM TV hier qu'il avait été à Gaza, un journaliste quoi, qu'il a été à Gaza, il était à France Info, etc., à France Télévisions, etc. Et en gros ce qu'il dit c'est que pour la plupart des journalistes ils ne vont pas à Gaza parce que c'est dangereux, ils ont des reporters où ils utilisent des images de reporters et qu'en fait ils ont les accréditations pour pouvoir diffuser, qui est donné par le Hamas, et le Hamas surveille ce qui est dit, et que si les journalistes disent quelque chose qui va à l'encontre du Hamas, quelque chose de travers, quelque chose qui peut aller dans le sens d'Israël, le journaliste il aura rien, mais c'est le mec qui a donné c'est ce qu'il disait, c'est le mec qui a donné les images, qui diffuse les images à la base, qui aura des problèmes, qui peut être tué en fait, ou emprisonné. Et en fait ça c'est un problème parce que c'est pas dit avant chaque reportage sur Gaza ou quoi, donc c'est à dire que certains reportages sont totalement biaisés, totalement faux. Alors j'aimerais vous poser quand même une question, puisqu'en lien avec tout ça, c'est est-ce que vous pensez, vous, personnellement, qu'un jour on aura un dénouement heureux? Non, je pense. Est-ce qu'un jour cette guerre s'arrêtera? On négocie pas avec les terroristes, les gars. La vraie question, c'est pas qu'il y ait le Hamas ou pas, c'est que peu importe. C'est que peu importe le dénouement, dans tous les cas, le résultat sera jamais heureux. Déjà, parce que soit la guerre s'arrête et Israël remporte cette guerre, si on peut appeler ça comme ça, vu que du coup il n'y a pas d'État, mais on va appeler ça comme ça, soit ce conflit est remporté par Israël. Dans ce cas-là, ce ne sera pas du tout une victoire heureuse avec tous les morts civils, tout ça, des bébés qui ont, c'est inadmissible, mais donc ce ne sera pas du tout quelque chose d'heureux. Et même dans le cas contraire, si Israël vient à tomber, Chazvé Shalom, et si Israël en vient à tomber, encore une fois, les pro-palestiniens actuellement
pensent que ça leur apportera que ce soit une victoire heureuse pour eux. Sauf qu'en fait, si Israël vient à tomber, encore une fois, Chas v'Shalom, ce sera le Hamas qui sera à la tête d'Israël. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Hamas... Je repose ma question. Est-ce qu'un jour, si on éradique le Hamas, est-ce qu'il y aura plus de guerre ? Non, mais non, parce qu'il faut comprendre que cette guerre, et je parle du conflit israélo-palestinien, je parle pas du Hamas, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Le fait juste qu'il y ait un siège de Gaza, ça donne encore des arguments aux Palestiniens, et non aux terroristes, aux Palestiniens. Parce que des civils, des Gazaouis sont touchés. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si le Hamas est éradiqué, l'envie d'une nation qui s'appelle Palestine demeurera. Parce que ils ont ce sentiment-là de vol de terre, de vol de territoire, et que les politiques extrémistes de l'époque n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté ce territoire qu'ils auraient dû accepter à la base, qu'ils auraient dû accepter ce plan de partage et qu'on cohabite dans la paix. Malheureusement, ça n'a pas été fait du côté des Arabes, ce qui a mené à des guerres, et les guerres entraînent la guerre. La transition est parfaite parce que on vous a dit qu'on allait avoir 3 questions pendant cette émission. La deuxième est ici. Alors déjà, présente-toi avant. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Alors, je m'appelle Annelle Nathan. Donc, je suis madrira à la Bonim Dror Marseille. Ok. Je suis en terminale. Très bien. Alors la question qu'on veut te poser, c'est les Palestiniens n'ont jamais eu la chance d'avoir un État. Donc moi je dirais que les Arabes de Palestine se sont vus offrir cette chance d'avoir leur propre État beaucoup de fois, donc un État côte à côte à Israël, en 1947 par l'ONU. Ils, avec des pays arabes autour, ont rejeté la proposition de partage, donc c'est la résolution 181 de l'ONU, ce qui a abouti à une invasion par 5 armées arabes pour détruire Israël. Arafat s'est vu offrir un État tant de fois. Il y a eu un certain nombre de présidents américains qui ont essayé, mais à chaque fois Arafat a refusé. Donc je dirais que oui, mais qu'ils ont refusé cette opportunité. Génial, merci beaucoup, bravo. Les amis, moi j'aimerais quand même qu'on continue ce débat, ces discussions. Est-ce que vous comprenez, vous, aujourd'hui, que l'ONU dénonce une violation du droit international face au blocus israélien sur Gaza, qu'il n'y ait plus d'électricité, qu'il n'y ait plus d'eau, etc. Est-ce que c'est le rôle de l'ONU de dénoncer ça ? Et est-ce que aujourd'hui, selon vous, ce blocus est obligatoire pour l'État d'Israël et pour sa survie ? Alors, là, tu as posé 2 questions. Plein de questions. Voilà. Pour la première, déjà, oui, c'est normal que l'ONU condamne. Et pour la deuxième, et c'est normal aussi qu'Israël fasse le blocus. Pourquoi ? Déjà, c'est normal que l'ONU incrimine Israël par rapport à ce blocus, parce qu'il y a des civils qui sont touchés alors qu'ils n'ont rien demandé. Il y a certes une partie des civils qui soutiennent le Hamas, où il y en a d'autres qui sont opprimés, mais dans tous les cas, des civils sont touchés. Et ça, c'est pas normal, même si nous, après ce qu'on a vécu, après ce qu'on a vu, on pense plus du tout aux civils palestiniens. Malheureusement, la haine nous a envahis, et pour beaucoup de monde. Et le fait de prendre du recul, de pouvoir prendre du recul, c'est très compliqué, mais ce recul-là, il le faut, parce que c'est ça qui amènera à la paix. C'est ça qui amènera à la paix. Pour moi, je sais que ça pourra faire débat, mais je le dis, le fait de frapper encore plus ciblé que c'est déjà fait, de encore plus prévenir, d'essayer d'éviter au plus les dommages collatéraux, même si c'est très compliqué, même s'ils font tout pour qu'il y en ait. Ils font tout pour qu'il y en ait parce que c'est des animaux, mais il faut le faire au plus possible. Il faut éviter de voir il faut éviter de donner des arguments à des Palestiniens pour dire qu'Israël tue. C'est très compliqué, ils le font presque exprès, et je suis sûr qu'il y a des vidéos, je suis persuadé, où c'est du faux sang, où il faut des montages, je suis persuadé. Je suis pas complotiste, mais laisse les auditeurs en juger. Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Alors, je suis d'accord avec toi, mais après, il faut faire confiance à Tsahal. Et à un moment donné, c'est une guerre, donc il va forcément y avoir des morts civiles, même si on en veut le moins possible, parce pour la plupart, ils n'ont rien demandé, ils soutiennent pas le Hamas. Mais à un moment donné, Israël, ils sont obligés de contre-attaquer, sinon on fait quoi ? On fait rien. Et comme dit tout à l'heure, Tsahal ne vise pas les civils. C'est qu'il y a des civils qui se trouvent sur le chemin, malheureusement. Mais c'est pas comme à l'inverse, le Hamas massacre. On a vu la vidéo qui a été relayée par le Hamas de l'appel, où ils appellent, ils leur disent de partir, où ils envoient des tracts pour leur dire faut partir de ce quartier-là, on va attaquer. Qui fait ça dans une guerre ? Personne n'a pas Israël. Alors, attends, tu voulais intervenir. Ouais, parce que tu as soulevé un point qui est très important, les fake news. C'est ultra important. Dans un conflit, il y a une guerre qui est territoriale, avec une armée contre l'autre ou une armée contre des terroristes, et après il y a la guerre digitale. Et cette guerre-là aujourd'hui, le Hamas la mène très bien, ils savent très bien la faire,
Israël essaye de s'en sortir au niveau de la communication parce que malheureusement aujourd'hui Israël n'est pas dans les bonnes sphères, on va dire, des politiques ou même du monde entier. Attention aux fake news. Attention aux vidéos, attention au montage, attention aux vidéos récupérées, c'est ultra important. Et surtout, sourcez vos infos. Quand vous avez une vidéo devant vous, allez chercher d'où elle vient. Quand vous voyez une information devant vos yeux, allez chercher d'où elle vient. Et essayez d'aller voir pourquoi elle est là. Et comment elle est arrivée là, parce que ce genre on peut avoir une tonne d'informations. Moi, en tant que journaliste, je parle, je suis inondé d'informations de là-bas. Et il y a des informations qui se sont avérées fausses, et il y a des informations qui se sont avérées vraies et qui étaient fausses de base. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ça et pas transférer et faites un travail à ce niveau-là. Parce qu'ils en jouent après. Regardez le truc l'info des 40 bébés égorgés. Il y a eu des bébés égorgés, peut-être pas 40. Sur les réseaux sociaux, les gens qui sont anti-Israël, antisémites, ils en jouent en mode ah non, il n'y a pas eu 40 bébés, vous dites n'importe quoi. Et donc, du coup, ils minimisent. Alors qu'en soi, qu'il y en a eu 40, qu'il y en a eu 20, qu'il y en a eu 1. C'est une horreur. Alors, je veux vous poser cette question-là. On parle de réseaux sociaux, on parle d'images, de vidéos, etc. À part juste nous dégoûter et ne plus ouvrir Instagram, Twitter, etc., à quoi ça sert de partager ces vidéos-là ? À se rendre compte de l'horreur qui se passe là-bas. C'est à Ouais. 4000 km, mais je pense que le public occidental doit voir ça. Donc nous aussi, on est presque acteurs de ce combat d'images, de vidéos. Moi, je suis pas d'accord avec c'est le notre relais. boulot de Non, le moi, relayer. je suis pas d'accord pour Oui. relayer, parce que je pense que c'est une atteinte à la dignité humaine. et tout simplement. simplement pour la mémoire des victimes, je trouve ça horrible. Donc personnellement, Même je ne quand suis on pas pour. envoie à un papa, à une maman, la vidéo de sa fille en train de vivre quelque chose d'atroce, il en est hors de question. Enfin, c'est honteux. Non, mais ça, c'est Et le Hamas c'est qui envoie ça. Oui, c'est pas... non, mais oui. Ah, voilà. Mais Donc le c'est Hamas pas normal. n'a pas de problème à diffuser ces vidéos-là. Oui, mais nous ne devons pas les Oui, republier. voilà. Mais nous, Enfin, on- nous Parce devons qu'on pas les rentrerait dans leur partager. jeu en fait. Et donc nous, on on leur a... donne de la visibilité. Est-ce qu'on a perdu alors la guerre d'image face au Hamas? Ah, C'est pas pas- en du fait, tout. on la perdra, on l'a perdu, et c'est exactement, on l'a perdu il y a très longtemps, et c'est une question de nombre. C'est uniquement en proportion, on est minable. C'est ridicule. Et On est puis, minoritaire. Quand je vois, ça fait, non mais je te le dis, on est minable. Quand je vois les stories, moi toutes mes stories, je vois le soutien Israël, je vois des vidéos passer. Bon, des fois je l'évite parce que moi ça m'angoisse un peu. Mais il y a plein de vidéos. Mais le problème c'est que on reste qu'entre juifs. Le cercle il est très restreint. Et c'est un des, je dirais pas un point faible, mais un point amélioré chez les juifs, c'est qu'on est très entre nous. Et ça se répercute forcément sur la vie. Et même s'il y a des grandes... Ce soir, ça se voit pas. Même s'il y a des grands, des personnes connues juives, je pense notamment à l'actrice de Wonder Woman, Gal Gadot, qui a soutenu à fond Israël. Et... Gal Gadot. N'écorche pas son nom, s'il te plaît. Pardon. C'est à la française. Par respect pour ses films. Eh ben, il faut pas avoir peur de s'engager, il faut pas avoir peur de défendre ses valeurs, etc. C'est très important pour cette guerre. Transition parfaite. Prochaine question, les amis. Arthur a envoyé un message sur les réseaux, il est passé à la télé, etc. Et il envoie un vrai message où il dit que finalement certaines personnalités publiques, qui, comme par exemple Gad Elmaleh, Omar Sy, Jamel Debbouze, qu'on entend souvent sur des crimes de guerre, sur des catastrophes, etc. Là, on les voit plus. Ben Ils non, sont plus là. Ils choisissent leur cause. Mais alors pourquoi? Et surtout, ils ont peur de perdre choisissent leur cause. de la visibilité, Non, c'est tout simplement. Ils ont peur. Ouais. Mais la peur aussi de s'engager pour Israël. Mais ça veut dire quoi? là, Ils c'est ont même peur pas de pour quoi? Israël, Non, c'est non, contre mais le là- terrorisme. Mais c'est non, ça mais, qui est- mais qui non, est- et même, faut comprendre un truc, c'est que c'est des gens, ils gagnent leur vie parce qu'ils ont des gens qui les regardent. Là, vous voyez très bien, n'importe qui, par exemple, je prends l'exemple parce que j'ai vu hier, Marie Saint-Filtre, elle a mis un post pour dire, très clairement, je soutiens Israël. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit dans les commentaires? Je me désabonne, je me désabonne, je me désabonne, je me désabonne, je me désabonne. Soutenir Israël, c'est du bad buzz pour eux. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est soit, en fait, on choisit de se dire, c'est pas grave, je vais bad buzz, mais au moins, j'aurais défendu une cause noble. Soit on décide de se dire, en fait, je me tais, mais du coup, en fait, se taire, c'est validé, quoi. Donc, Alors, je vous pose ridicule. peut-être la question autrement, mais est-ce que, par exemple, pour un Gad Elmaleh, de savoir que en face de lui, dans son public, il y a 20% de personnes qui se sont désabonnées, machin, etc., qui auraient pu se désabonner s'il avait fait un post sur Israël, est-ce que pour lui, presque aller sur scène et devant ces gens-là, c'est pas pire que finalement de se passer de ces 20% qui pourraient se désabonner? Il y a une répercussion pour les artistes qui est énorme quand on s'engage, quel que soit le conflit dans lequel on s'engage. Il y a des répercussions aussi qui peuvent être physiques.
Je pense notamment à Michael Youn qui, lui, il a parlé, d'accord, il s'est exprimé. Je sais pas si tu vas y venir dessus, mais Michael Youn s'est exprimé au sujet de ce conflit aujourd'hui. Et il a dit que, alors j'ai pas les mots exacts, donc bon, en tant que journaliste ça fait très sérieux, mais non, il a, en gros, en fait, il s'est positionné sur vraiment une position entre deux, où en gros il a dit je soutiens le peuple juif et pas le peuple israélien. Et il pense aussi aux victimes palestiniennes. Voilà ce qu'il a dit. Donc il a été évidemment applaudi par tous les pro-palestiniens. Les juifs quant à eux n'ont pas, j'ai vu en tout cas, n'ont pas réagi à ça. Le fait est que il a fait exprès juif. Exactement. Aujourd'hui, je pense que les Français et notamment les Français musulmans d'origine arabe font une différence entre le peuple juif et le peuple israélien et le gouvernement israélien. Non, je suis pas d'accord. La preuve que non, c'est que demain il y a une attaque contre les, il y a des gens qui veulent faire des attaques contre les juifs alors que le truc c'est Israël. Mais les gens sont malades. Encore une fois, nous on a toujours été attaqués. Non, mais ils font pas de différence. C'est chaud là quand même ce qui se passe. Là c'est chaud parce qu'on parle de ça, on vous entend pas, c'est inaudible. Là c'est chaud parce qu'on parle de nous, mais il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Oui, ok. Notre peuple est un peuple opprimé depuis qu'on est là. Donc Rachel, je suis totalement d'accord, mais tu peux quand même remarquer qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose en Israël, les juifs, on se sent nous-mêmes moins en sécurité. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit dans le truc de ils font la différence entre juifs et Israël. Ils le font que pour les caméras. J'ai vu c'était mardi soir qu'ils ont fait au Vieux-Port leur manif qui était interdite. Il y en a une qui a dit je suis anti-Israël, je suis contre le sionisme, mais attention les juifs, je les aime bien. Mais c'est pas vrai, c'est juste parce qu'il y avait une caméra devant elle. N'importe quoi. Ils font pas la différence. Pour eux, c'est la même chose. Et c'est pour ça, Michael Youn, il a été fort. Il a dit je soutiens le peuple juif pour pas dire Israël. Exactement. Et je pense que beaucoup d'artistes ne veulent pas s'engager parce qu'aujourd'hui, ça peut péter une carrière, ça peut casser une carrière. On est quand même, je pense, tous d'accord là-dessus. Ça peut détruire une carrière aujourd'hui de se mettre aux côtés d'Israël. Et je pense que personne ne veut faire ça parce que aussi, ça peut les atteindre physiquement. Bon, moi je pense surtout. Alors ça veut dire que pour un Naël ça ne l'atteint pas physiquement. Si je peux rajouter, le Hamas, à mon sens. Pas en même temps, s'il vous plaît. À mon sens, même le Hamas ne fait pas la différence entre le peuple israélien et le peuple juif, ni même avec les Palestiniens, parce que si vous regardez bien la rave party là qui a eu lieu, en fait c'était une rave party pour la paix entre les deux peuples, et ils sont arrivés, ils ont tout bombardé parce que c'était en Israël. Les amis, troisième question, et là la transition est parfaite, avec ce qu'on avait décidé dès le début de la déconstruction. Nous recevons notre troisième question et notre troisième spectateur. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est-à-dire tout le monde. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Alexis, je suis étudiant en école de commerce. Et tu viens d'où ? Et je viens de Strasbourg. On t'aime quand même, c'est pas grave. Tu as décidé de travailler sur une interjection qui pourrait être Israël est un état d'apartheid. Nous t'écoutons. Donc voilà, donc pour tous ceux qui veulent savoir, en fait, donc il n'y a pas que les Juifs qui pensent qu'Israël n'est pas un état d'apartheid. Donc déjà, il faut savoir que mardi dernier, il y a eu un vote dans le courrier américain qui affirme qu'Israël n'est pas un état d'apartheid, avec 412 voix qui ont voté pour affirmer qu'Israël ne l'était pas, et seulement 8 qui ont affirmé l'inverse, mais toutes issues d'un milieu d'extrême gauche. Donc, voilà. Donc je pense que c'est aussi important de rappeler que c'est la seule démocratie dynamique, multiraciale et multireligieuse, avec plus de 20% de la population qui est arabe, avec des droits égaux. Et en plus de ça, Israël fournit des entrées d'eau, d'électricité et de gaz en Cisjordanie et à Gaza. Donc je pense que c'est assez de raisons pour faire changer d'avis les personnes qui pensaient autrement. Bravo, merci beaucoup. Si je peux rajouter un petit truc sur ce qu'il vient de dire. Merci Alexis. Pour toutes les personnes qui disent oui mais Israël contrôle Gaza, il contrôle l'eau, il contrôle le gaz, l'électricité. Sachez que chaque centime qui rentre de par les dons, je parle de l'ONU notamment, en Palestine, ils sont pas réinvestis, c'est pas le terme que je cherche, mais ils sont redistribués, redirigés dans les armes, dans l'armement, dans l'unique but de détruire Israël. Moi, vous voulez que je vous dise Oula, quand ça commence comme ça, je sens que ça va déborder. Les habitués de Radio Jeunesse Marseille savent que là, il faut être à l'affût. Moi, je souhaite qu'il y ait un État palestinien.
Je souhaite que par exemple la bande de Gaza soit une démocratie. Je souhaite que dans les écoles, les jeunes tous les matins aillent à l'école. Je souhaite que les jeunes puissent faire du sport après l'école. Je souhaite qu'ils puissent... qui va arriver me fait très peur. Non, je souhaite qu'il y ait des hôpitaux et qu'il y ait une vie. Mais est-ce que vous êtes déjà allé dans la bande de Gaza ? La différence entre Israël où on construit depuis 75 ans, alors contrairement à la bande de Gaza où on a une seule idée, c'est pas de construire mais détruire son voisin. Voilà ce qu'il y a la différence. Et voilà pourquoi il faut pas soutenir le gouvernement qui est le Hamas. Et par ailleurs, essayer de combattre le Hamas, même pour les Palestiniens. Et je parle à ceux qui soutiennent la cause palestinienne et qui veulent une Palestine libre. La première chose à faire, c'est de combattre le terrorisme, c'est de combattre le Hamas pour créer son armée, pour créer une ligue de libération du Hamas, pas pour de libération de la Palestine, pas pour combattre Israël, mais d'abord dans un premier temps pour combattre le Hamas. Bravo. On pourra négocier de démocratie et pour pouvoir notamment avoir des pourparlers démocrates, sans guerre, sans génocide, sans attentat, parce que c'est comme ça que je qualifie ce qui s'est passé dimanche, avec entre pays démocratiques. Merci pour ça. Tu voudrais peut-être finir. Non, par rapport à ça. Encore le débat il est fini. Là, moi j'aimerais juste dire un truc, mais c'est pas rapport à ça. Il y a beaucoup de choses qui se disent là par rapport au 13 octobre. Bon, l'émission elle sera après. Si Dieu veut, il y aura pas eu de problème. Il faut pas avoir peur. Si on commence à avoir peur nous, alors qu'on est en France, c'est un problème. Il faut pas avoir peur. Là, tout à l'heure, je parlais avec une collègue qui a sa fille qui est au Ganami. Elle veut pas la mettre demain. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans cet état-là. Je peux comprendre qu'il y a la peur, mais il faut pas avoir peur parce que si on commence à ne plus mettre nos enfants à l'école, on va plus dans les supermarchés, on ne vit plus comme on devrait vivre. C'est un vrai problème et c'est qu'on a perdu face aux terroristes, face aux barbares, face au Hamas et face à tous ceux qui veulent nous tuer. Si on baisse la tête, qu'on met le genou à terre, c'est fini. Là, on leur donne encore plus facilement, ils auront gagné en fait. Et le but, c'est pas qu'ils gagnent. Le but, c'est de les exterminer de la surface de la terre, ces gens-là. Bravo. Les amis, merci pour ce débat qui peut-être n'en était pas. C'était plus une discussion, mais c'était important de l'avoir. Merci pour ces idées, merci pour ces minutes qui ont permis aussi de déconstruire peut-être des avis ou des interjections qu'on pouvait avoir dans la vie de tous les jours. Et je vous propose, les amis, qu'on passe à la minute d'après, à la minute culture. La minute culture. Minute culture. Nathan, tu as décidé de revenir sur des accords importants et qui ont peut-être mené à cet attentat de samedi, les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham sont deux traités de paix entre Israël et les Émirats Arabes Unis d'une part et entre Israël et Bahreïn d'autre part. Le premier, entre Israël et les Émirats Arabes Unis, est annoncé le 13 août 2020 par le président des États-Unis Donald Trump. Ils sont signés le 15 septembre 2020 à la Maison-Blanche à Washington, accompagnés d'une déclaration tripartite, c'est-à-dire les États-Unis, Émirats Arabes Unis et Israël, signée aussi par le président américain, donc en tant que témoin. Ces accords sont prolongés par ceux avec le Soudan et le Maroc. Ces accords témoignent d'une évolution stratégique des États du Golfe, accentuant dans le contexte géopolitique global du Moyen-Orient la césure entre les États sunnites et l'Iran chiite, et traduisant la faiblesse des Palestiniens pour obtenir la concrétisation à la solution de deux États, un État israélien et un État palestinien comprenant une partie de la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est, soutenu par la plus grande partie de la communauté internationale. Ce tournant de l'histoire, entre guillemets, d'après le ministre Benjamin Netanyahou, est le résultat de rencontres entre des représentants de l'État d'Israël avec des représentants du Bahreïn et des Émirats Arabes Unis, sous le parrainage des États-Unis. Ces deux pays sont membres de la Ligue arabe, engagée depuis le début du conflit israélo-palestinien contre l'État hébreu. La résolution de Khartoum de 1967 établissait ainsi au sein de la Ligue la règle des trois non. Pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance d'Israël et pas de négociation avec Israël. D'après un rapport du groupe de recherche d'information sur la paix et la sécurité, le GRIP. La position de la Ligue arabe est claire. Dans le conflit israélo-palestinien, ils soutiennent la Palestine. Ainsi, progressivement, 4 autres pays de la Ligue arabe se positionnent en faveur d'une ligne modérée vis-à-vis d'Israël. Les Émirats Arabes Unis donc, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Ces pays ne disposent pas de frontières communes avec Israël et la Palestine. Aussi, hormis le Soudan, ces pays ne se sont pas engagés directement dans des conflits armés contre Israël. En réalité, des échanges souvent informels puis commerciaux se sont rétablis entre ces pays et Israël, notamment à partir des années 90 sous l'impulsion des accords d'Oslo. Enfin, le lancement par l'Iran, république islamique chiite, dans les années 90 d'un programme d'armement nucléaire inquiète les pays de la Ligue arabe à majorité sunnite, qui considèrent le programme nucléaire iranien comme une menace pour leur sécurité et leur intégrité territoriale.
Cette situation géopolitique encourage donc certains pays de la Ligue arabe à se rapprocher stratégiquement de l'État hébreu. Cette fenêtre d'opportunité, entre guillemets, est alors exploitée dès 2017 par l'administration Trump qui lance ces négociations. Le 15 septembre 2020, donc les accords d'Abraham sont signés à Washington par les représentants des pays concernés, le président américain Donald Trump. Les textes prévoient la normalisation des rapports entre Israël et ces deux pays, ainsi que la mise en place de relations diplomatiques, c'est important. Des accords de normalisation avec le Maroc et donc le Soudan ont été établis en décembre pour avec les mêmes raisons, les mêmes dispositions. En gros, ce que tout cela veut dire, ces accords ont permis d'instaurer donc un dialogue entre Israël et les pays que je viens de vous citer. Tous ces pays non liés directement à un conflit avec Israël a permis d'ouvrir la porte à d'autres pays de la Ligue arabe pour engager des discussions avec l'État hébreu. Et une petite dernière info qui concrétise un petit peu ces accords d'Abraham, c'est que 3 milliards de dollars d'armes ont été vendus aux pays arabes signataires le 7 juillet 2021, ce qui a encouragé d'autres à s'y greffer. Bravo, merci pour cette minute culture qui est vraiment pour le coup de la vraie culture, je pense, pour beaucoup d'entre nous, parce que tout le monde entendait parler des accords d'Abraham sans vraiment savoir ce que c'était. Donc c'était important d'y revenir. Les amis, je vous propose qu'on passe maintenant à la dernière minute de cette émission, la Minute Torah. La Minute Torah. Minute Torah. Benjamin, tu as décidé de nous parler d'une Haftarah qui est bizarrement, je dirais, la plus réaliste de toutes les Haftarot qu'on pouvait lire cette année pendant un Shabbat. Et alors là, en plus, c'est l'Haftarah Chol HaMoed Sukkot. Bon, je vais essayer de faire court, mais c'est quand Ben il m'a parlé de cette Haftarah, je l'ai lu, j'ai lu la traduction, et c'est frappant, c'est même intriguant. Donc Haftarah de Shabbat Chol HaMoed Sukkot, Cheskiel 38. Il arrivera en ce jour, le jour où Gog pénétra sur le sol d'Israël, dit le Seigneur, Dieu que ma colère me montera à la tête, et dans mon ardeur, dans le feu, il y aura une commotion violente sur le sol d'Israël. Sous mes coups trembleront les poisons de la mer, les oiseaux du ciel, et tous les animaux des champs, et tous les êtres qui rampent sur le sol, tous les hommes qui vivent à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les coteaux étagés, s'affaissent, et toute muraille tombera à terre, etc. Donc, tout ça pour dire, j'ai pas besoin de le préciser, mais vous voyez bien la situation. Je rappelle qu'on lisait cette Haftarah-là pendant même qu'il y avait l'invasion en Israël, pendant même que les terroristes étaient en train de tuer des civils innocents. L'importance de la Torah, l'importance d'interpréter chaque chose, de traduire comme ça. Peut-être qu'il y en a qui le font pas, peut-être qu'il y en a qui prient par habitude, sans forcément faire attention, mais la traduction c'est très important. Comprendre ce qu'on lit, comprendre ce qu'on dit à notre Dieu, c'est très important. Et petit clin d'œil, en tout cas je sais pas si c'est comme ça dans les autres synagogues, mais dans la mienne, souvent la Haftarah c'est le moment où tout le monde sort de la synagogue pour faire l'avant-apéro avec la nisette et tout ce qui va avec. Donc voilà, la Haftarah c'est l'une des choses les plus importantes. Tout est important, mais la Haftarah encore plus. Et ce Shabbat là ça nous aura donné une bonne leçon. Et en espérant que tout aille mieux si Dieu veut. Amen. Chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, nous avons passé 1 heure avec vous où on a parlé, encore une fois, de vie plutôt que de parler de mort. Voilà, c'est notre vision à nous de ce qui se passe et notre façon aussi de réagir. J'espère que cette émission a permis à certains aussi d'avoir des clés pour débattre et aussi pour répondre à peut-être aussi des agressions dans la vie de tous les jours. On est curieux de savoir ce que vous en avez pensé, si comme vous voyez un peu ce conflit, cette guerre et surtout la vision qu'on a en France de ce sujet-là comme nous. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Donc comme d'habitude, dimanche à 17h en live sur Radio JM, Spotify en podcast vidéo, Radio Jeunesse Marseille by Noé, et bien sûr en podcast vidéo sur la radio et sur YouTube. Merci infiniment de nous avoir suivis, merci à vous tous autour de la table, et j'espère qu'on se reverra semaine prochaine pour des événements beaucoup moins lourds. Activité du Bnei tous les Shabbats. Retrouvez notre Instagram Bnei Akiva Marseille. Okay.